François Bon, tiers-livre, les jeudis livres, Philippe Ramy. Je commence avec Denis Lavant. Et énorme gratitude à Denis Lavant pour ces quelques mots. Se prendre soi-même comme objet de dérision dans sa confrontation à la brutalité du monde, c'est en relativiser instantanément le désagrément. C'est en désamorcer toute tentative d'agression envers soi-même par le génie du dérisoire qui marque déjà l'essor d'une vision poétique quant aux moindres vicissitudes du tous les jours. Et qu'ainsi, il en a toujours été pour nous autres, que ce soit Philippe ou moi-même, suivre un réseau de flux et de lignes d'énergie en écho à un passé intime ou historique et qui nous font entrer en mouvement et voyager tant à travers les livres et les cités de la Terre qu'au long des étapes qu'égrène le cheminement intérieur de notre être charnel. Incroyable de justesse. Alors, Philippe Ramy, né en 1965, moi, je l'ai rencontré en 2000 à Lausanne, un stage de 2 jours. Le premier jour, il est là, en fauteuil. Et puis le deuxième jour, c'est Tania, sa compagne, qui vient dire qu'il n'a pas pu venir. Mais de ce jour-là, la relation a été continue. C'est le moment où mon site commençait déjà à être un petit peu un carrefour. On l'a transformé en association, loi de 1901. Il y avait des gens qui étaient là, des proches, Ronald Klapka, Jean-Marie Barnaud, il y a eu Olivier Cazeneuve, Fred Griot. Ils sont tous devenus des très très proches aussi de Dominique de Sidour, des très très proches de Philippe Ramy. Et on a décidé que cette association, Philippe, qui pouvait venir, mais en fonction de ces questions de santé, d'hospitalisation, non seulement il en était le secrétaire, celui qui était chargé du courrier du site, mais qu'il en serait le secrétaire perpétuel. Et là, Philippe est décédé en 2017, il avait donc 52 ans. Moi, je crois qu'il est toujours notre secrétaire perpétuel. Alors, Tania, sa compagne, a lancé une association des amis de Philippe Ramy. Évidemment, on est tous là présents. Et il y a quelques mois, elle nous a demandé, enfin en tout cas à moi, je pense que les autres pareil, de lui transmettre ce qu'on avait pu garder d'archives mail de Philippe. C'est ça peut-être une chose aussi un peu nouvelle, une amitié, une relation qui commence alors que déjà on est dans ce lien tellement instantané, quelle que soit la distance, qu'il soit en Louisiane, qu'il soit en Israël, qu'il soit en Amérique du Sud, qu'il soit à Shanghai, puisque c'est de ça aussi dont on va parler. Et je sais que moi, j'ai pas relu, j'ai fait transférer. J'avais des dossiers Philippe Ramy, c'est facile sur Outlook. Il y en avait des dizaines, évidemment, sur tant d'années. Et encore, je pense que tous les trucs utilitaires, la période remue.net, je les avais pas. Alors, c'est à nouveau aujourd'hui, 5 ans après le décès de Philippe. C'est ça aussi qui est étrange. Philippe était sans arrêt face à la potentialité de la cessation de soi. Et l'écriture était toujours un pas de côté, un pas contre, un pas qui ignorait même avec superbe cette possibilité de l'évanouissement. Ça n'empêchait pas que dans les périodes où il y avait la morphine, les fractures, les opérations, c'était la maladie des os de verre, ça s'appelle. Eh bien, par exemple, on avait rassemblé sur le web, publi.net, SMS de la cloison. C'est-à-dire quand tu n'as plus que ça pour t'exprimer comme lien à l'extérieur. Et encore que même ça, tu le payes extrêmement cher. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu envoies? Est-ce que tu te l'envoies aussi à toi-même? Ça, c'était pour nous, Philippe. Alors, j'ai ressorti, c'est dans ces 2 premiers livres, j'ai Chêne, les magnifiques réalisations là, de la collection de Jean-Marie Barnaud. Le premier s'appelle Mouvement par la faim. Voilà, la faim. Quand on relit Mouvement par la faim aujourd'hui, on l'a la faim. N'empêche que le bouquin, une page de Demeure le corps. Son deuxième, aussi chez Chêne.
La machine qui écrit ne connaît pas sa langue. Elle mélange les noms aux déjections de ceux qui meurent. Tes seins, ton nombril, ton sexe, je les cloue sur le cristal de cette page, de la douleur qui pousse ou du corps qui retient lequel est le plus violent. Les pieds emballés tapent sous leur linge. Je n'accepte pas de payer le prix en chair, une existence entière à pisser du sang. Je ne sais pas, je me suis trompé, je ne veux plus me défendre. Le mal est peut-être bien le vivant de la blessure, une effraction crasseuse macule la racine du vieil émail. Un œil s'ouvre, il voudrait faire la somme des tendresses partagées qui n'affirment rien et survivent. L'angoisse est telle que je vomis et défais qu'en même temps, je ne crois pas en la supériorité de la parole sur les autres formes de la vie. Voilà, c'est ça, le charroi, le flux, l'intensité, Philippe Ramy. Alors, 2 livres paraissent en même temps, Où je me rêve, aux éditions d'en bas, Lausanne, et surprise d'un autre qui s'appelle Le Voyageur de cristal. Alors il faut voir double ligne, figure de l'itinérance, quelqu'un qui s'appelle Lou Lepori, et c'est tout simplement une biographie d'auteur, la construction de Ramy comme auteur, extrêmement factuelle. Alors, je l'ai lu évidemment d'une traite, un très beau boulot graphique avec ces grandes pages qui rythment là en impression bicolore, ça c'est irréprochable. C'est aussi tout un ensemble d'images qui sont celles des voyages de Philippe ou du travail qu'il faisait sur son propre corps, des images que moi je connaissais pour les avoir reçues du début à la fin en temps réel, les images de Floride, de Louisiane, l'ensemble qu'il avait travaillé sur les propres déformations de son corps, et ça avait été publié en ligne sur... il avait fait un vidéo-livre avec ça, un moment où on pouvait plus se déplacer, et puis tu envoies ça et tu envoies ta voix, et c'était une des premières réalisations comme ça où images, son et durée linéaire du film, je pense que ça devait être vers 2008, par là, ça nous a fait basculer dans justement l'aventure qui est aujourd'hui. Alors ce livre, évidemment, c'est paradoxal parce que, par exemple, moi, quand je travaille sur des auteurs, les périodes qui sont avant les premiers livres, c'est tellement essentiel. La construction de soi-même, là, évidemment, il y a très peu, d'autant que, justement, il y a ce fait d'être travaillé via les emails ou par les emails, donc il y a des rappels de dates, les études, les hôpitaux, etc. Mais, évidemment, là, moi, j'ai un rôle qui est bizarre, parce que c'est juste le rôle de celui qui dit « send » pour le livre, où le texte est en ligne sur le site. Alors, bon, c'est vrai que je m'y retrouve pas. Mais il n'y a aucun problème non plus, c'est pas... c'est-à-dire, ce qui manque, c'était les embrassades, c'était les heures, les rares fois où on se voyait. Je me souviens, il débarque d'un kangou avec un ménager pour son fauteuil, là, sur le bassin d'Arcachon, avec les enfants et tout ça, et puis il y a une journée qui passe. Et ça, évidemment, ça ne se retrouve pas là-dedans. Il y a aussi le fait que cette biographie, justement, à partir du moment où il y a Chêne, mais il y a très peu de Jean-Marie Barnaud, il n'y a pas du tout non plus des amis comme Ducidour, Klapka, Griot, Cazeneuve, qui étaient là dans cette première aventure de Remu.net. Mais Philippe Ramy cofonde avec François Bon le site Remu.net. Bon, c'est fini. Donc évidemment, je ne suis pas le destinataire de cet ouvrage. Puis ensuite, par contre, à mesure que ça s'en va vers les romans à la table ronde, alors ça aussi, ça m'a un petit peu mâché. C'est pas qu'on avait on n'a jamais eu de contentieux avec Philippe, c'était bien au-delà. Par contre, à un moment donné, Shanghai, il fait le choix du narratif, du roman, et il s'est inventé un personnage d'écrivain qui est né de cette expérience-là, demeure le corps et mouvement par la fin, et les premières pages de Lou Lepori sur ce rapport à la maladie, le refus de la maladie comme handicap, par exemple, là, admirable, et rien que ça justifie l'existence de ce livre.
Mais bon, tout ce qui s'est passé entre Philippe ensuite et la table ronde, etc., les questions aussi, pour lui, bon, dans son sang, il y avait de l'Égypte dans son sang, il y avait le sang juif de Palestine, il y a tout ça qui se mélange, qui travaille, ça a été pour lui une quête énorme, et c'est ça qui a construit en gros toute cette partie-là de beaucoup plus ancrée sur le roman. Alors là, ça donne le tour d'une phrase. Là, par contre, ça m'a mâché. Devant les atermoiements de François Bon, mais non, c'est pas ça. Je dis, attention, Philippe, nous, là, Publi.net, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'e-book, du numérique. Tu parles, il y a 15 pelots qui vont aller te lire. Ah non, faut assume, c'est autre chose. Bon, voilà, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai fait mon boulot, j'en ai parlé, et maintenant, édition d'en bas. Alors, édition d'en bas, des costauds, ils sont sur tous les salons en Suisse, la bagnole, les bouquins dans le coffre, c'est une maison militante, avec cette ouverture aussi sur le monde, où je pense que Pascal Cotin, il y avait un partage aussi extrêmement fort avec Philippe Ramy. Et ce qu'on découvre aussi quand même dans ce bouquin, peut-être que je suis un petit peu aussi dans l'écho immédiat de la lecture, c'est comment pour Ramy, le sédentaire, condamné à l'immobilité, pas seulement le fauteuil, mais la maladie des os de verre, ce chapeau qui portait, la possibilité tout le temps que ça craque, que ça fêle, à un moment donné, se dire, eh bien, malgré ça, ou à cause de ça, je voyage. Et le voilà, en Louisiane, en Floride, en Égypte, en Afrique du Sud, à Shanghai, à Tel Aviv. Et le livre s'ouvre, c'est cette première page bleue, côté belle page, avec « Je déteste les voyages, mais ça m'est tombé dessus ». Et là, chapeau, loup, léporis, parce que ça donne cette cohérence et ce sens. Et il y a eu toujours aussi ça, où pour nous, les proches de Philippe, il y avait non pas un paradoxe, une contradiction, mais que le travail d'écriture, le travail de carnet, le travail d'observation, ce qu'il nous envoyait dans ses lettres, et où chacun d'entre nous, comme pareil que pour Lovecraft, quand il y a une vaste correspondance, chacun détient une facette de Philippe Ramy, et seulement sa propre facette. C'est que ce travail-là, au corps à corps, sur les signes, sur le politique, la Floride, c'est juste avant, dans la campagne du mandat de Trump. C'est une écriture qui embrasse le réel, qui se confronte au réel, et c'est toujours à travers qui est celui qui observe, quel prix il le paye de son corps. Et la phase d'écriture, elle est distante, elle est création d'une autonomie d'un personnage d'auteur par rapport à ce que nous, on avait du flux de notes. Et c'est peut-être ça aussi qui faisait que, pour moi, entre le texte, puis en plus j'avais toujours les phases de première élaboration, c'est compliqué, à voir le potentiel. Lui, il le voyait, lui, il le savait. Mais ce mouvement d'autonomisation des textes narratifs, c'était en rupture avec ce qu'on recevait en permanence. Et là, ce serait par exemple la seule remarque que je ferais à l'attention de Jean Richard et Pascal Cotin aux éditions d'en bas. On a une suite, là, hallucinante, mais une fibre, là, vive, rauque, puissante, de notes de terrain de Philippe. Or, ces notes, justement, à quoi ça sert, les sites? Donc, il y avait Remu.net en permanence. Il était chez lui, c'était sa maison. Et puis, il y avait un autre site qui s'appelle Défiction. Et puis, il y avait ses propres blogs. Il en avait fait un qui s'appelait Kafka Transport. Et puis un autre aussi, plus pour les trucs transmédia, où c'était son site Philippe Ramy. Donc le web servait d'atelier de publication de ces carnets. Alors, note pour Jean et Pascal, c'est-à-dire à chaque fois que ces textes-là sont repris dans ce livre, mis en ligne point sur Remu.net. Non, moi j'aurais tout simplement j'aurais enlevé ça, parce que ce côté-là, c'est pas le fait de la publication en ligne, sur blog ou site ou revue en ligne, qui est déterminant. C'est ce rôle de carnet de réel
par rapport à l'élaboration narrative qui va le nier. Quitte à mettre à la fin un tout petit truc avec comme on fait souvent, la liste là, des titres, et puis Remu.net, 11 octobre 2012, etc., etc. Vous voyez, c'est tout ce que j'ai à reprocher. Alors, préface de Denis Lavant. C'est aussi très troublant. Le dernier livre de Philippe s'appelle Monarque. C'est le nom d'un papillon. Donc cette légèreté, c'est la migration, l'éphémère. Et puis il se pose là. Et puis le vol, l'essaim reprend. Donc une figure qui a été aussi tellement belle là, où peut-être justement dans Monarque, Philippe arrive à traverser ce grand écart. C'est dans le livre Béton armé de Shanghai. C'est des personnages. Et ça, c'est vrai que moi j'ai plus de mal. Mais Monarque, on reprend distance avec ça. Une adaptation théâtrale va se faire à Lausanne. La metteur en scène demande à Denis Lavant de venir dire ce texte. Et simplement, quelques semaines avant le début des répétitions, Philippe est en résidence à la Fondation Michalski dans le canton de Vaud. Philippe décède. Et quand Denis va venir répéter le texte à Lausanne, Tania s'arrange pour lui prêter leur appartement, leur pied-à-terre à Lausanne. Ce qui fait que Lavant, qui découvre à la fois le texte, mais qui ne connaîtra jamais l'auteur, va vivre là avec la bibliothèque de l'auteur, avec ses objets, avec la table. C'est rien du tout, mais il le dit en 4 lignes, et on comprend le trouble énorme. Merci Denis pour une magnifique préface. Donc là, on a des textes, 2 pages, 3 pages, 1 page parfois, qui sont autant de villes, autant de voyages. Alors, tout simplement, je vais en lire 2, 3, 4. Zamalek, Le Caire, Égypte, janvier 2008. L'été, ajusté au trou d'ozone, s'abat durement sur la mosquée d'Al-Hakim, dite la brillante. Quiconque a vécu dans cette ville immense a découvert une réalité qu'on ne mesure ni en distance ni en durée, mais en coulée d'air. Ces flux de température et d'odeur descendent les rues, enveloppent les bâtiments, les arbres, les kiosques, les véhicules, les piétons s'accumulent sur les places en flaques épaisses, sans cesse alimentées par le bas en raison de la circulation, de l'agitation, de l'évaporation des sols, tandis que le ciel, bordé de fers à béton et de palmes, est comme un ciel partout ailleurs. Circulant à travers ce dédale de flux, on est parcouru de picotements, soumis à une sorte de courant électrique, à un court-circuit qui se produit chaque fois qu'on traverse l'une de ces cloisons de chaleur en équilibre instable, en perpétuel mouvement de cisailles, coulissant l'une l'autre telles des baies vitrées, l'esprit rationnel et l'infini, ajointés. Buenos Aires, Argentine, mai 2016. Grand écart à Dominique Ducidor. Cliché de rue. Le chien de race dit la richesse de l'homme qui le tient en laisse. Hommes inexpressifs et leurs animaux étranges comme débarqués d'un navire de l'ancien monde et demeurés intacts, taillés pour la vie de cour, espagnols jusqu'au bout des griffes, menus, agressifs, dédaigneux dans la hargne, et leur maître tout pareil mais en sourdine, sans hargne ni griffes, lustrés par le soir, un journal à la main, une cigarette aux lèvres, leur virilité rentrée, prête à bondir, toujours plus calmes à mesure que vient la nuit, et les femmes se font plus nombreuses, ou plutôt maintenant que les matrones à tablier planifiées devant les supérettes sont remplacées par leurs filles et petites filles, dont les lèvres d'un rouge douloureux grimacent quand on les regarde, sauf quand ce sont les chiens qui se jettent dans leurs jambes, surtout ceux à poils durs, longues saucisses à tête de Charlemagne. Alors les voyages, c'est toujours au bout du monde. Peut-être le plus beau texte de ce livre-là, aux éditions d'en bas, c'est celui où il rencontre, Lausanne, Suisse, juin 2015. Mon plus lointain et plus beau voyage est une histoire d'amour. Je suis aujourd'hui marié, on ne peut plus heureux. J'ai rencontré l'amie sœur à l'université de Lausanne, donc c'est bien de Tania Weber dont il parle. Et il y a juste ce voyage, c'est à force ce
connaître, d'être ensemble, lui, crispé, elle. À un moment donné, la main va toucher l'autre main. Ces quelques centimètres, je les ai franchis. Ce mouvement infime a été mon voyage le plus vertigineux. Alors, est-ce qu'il s'agit de voyage tout à l'autre bout du monde? Ben non, ça peut concerner aussi tout simplement là où on vit, ou là d'où on vient. Son petit coin de Suisse, Crans, près Séligny, Suisse, avril 2015. Crans était le patelin le plus pauvre de la côte depuis le Moyen-Âge, une terre maudite depuis qu'on y avait dressé le gibet du district et que les corbeaux, volants si drus, avaient donné leur nom aux villageois. Une brochette de bouseux, éleveurs de gorées, paysans d'ornières, de tout temps. Crans avait été un pays de charognards. Pour trouver l'être humain, il fallait pousser 4 kilomètres à l'ouest, 4 kilomètres qu'on ne franchissait qu'en faisant une tête de circonstance, une tête violente qui cherchait querelle quand on était né de ce côté-ci du mauvais sur la rive crayeuse de la rivière Rosevita à l'est, qu'on avait le cuir épais et le front bas, quand on portait un prénom qui sentait la peine, un nom aussi bref qu'un P de vache qui résumait un arbre généalogique de vie comptant pour beurre pendu comme on crache dans la nuit d'hiver, l'arbre dul ou à peine plus long, plombé par une finale dépréciative en art ou en on, pochon. Mais un nom plus connu de 3 syllabes et plus, jamais. Les patronymes à rallonge étaient réservés aux bourgeois de l'enclave d'en face, la verdoyante, la giboyeuse, où habitait un nombre record de contribuables dorés sur tranches, industriels et banquiers fumant le cigare le dimanche après l'église. Des textes dont j'ai découvert certains. Et pourtant, celui-ci était sur Remu.net, avril 2005. C'est le moment où moi je venais de quitter Remu et lancer Tire-Livre. Dachau, Allemagne, avril 2005. À Dachau, on ne peut aller, on ne peut en venir. Et pourtant, qu'ai-je vu? La longue place qui se ferme, les arbres sans pourquoi. Les gravillons roulés dans leur seul et même bruit de pierre, les miradors comme neufs, les mouroirs, les lits par grappes de 12, les lits vides, les latrines et les planches clouées sur tout, et par tous les plafonds, les grilles, les caisses, par tous les murs, le fer, les murs de plus en plus épais, nombreux, du centre inassignable vers l'extérieur fuyant, par-delà la ceinture du fossé en béton, et la route, les néons, et les câbles, les pylônes, le murmure de la ville, l'obstacle infranchissable du paysage insouciant. Rien ne sera jamais pardonné, rien ne cesse. Des centaines de nasillons ont défilé à Munich la semaine dernière. Des centaines au centre-ville, protégés, entourés par la police, rien ne cesse. La ville monte, grandit, s'étale autour du camp, la ville témoigne du domaine illimité de l'impunité. Rien ne sera jamais pardonné. Comment est-il possible de redire, de répéter ahuri, en rage, en pleurs, ahuri par la rage et les pleurs, assommé de tristesse? Comment est-il possible de parler, de prononcer ces mots? Je suis allé à Dachau ce matin et j'en suis revenu. Je suis entré, sorti, j'ai croisé et recroisé le seuil avec la facilité du chien de la maison. Parler pour dire à qui le pourrait. Mais qui, pour ne pas se taire, pour battre ici le silence infiniment? Je suis entré et sorti avec la facilité du chien de la maison qui oserait se prétendre innocent, pardonné. Parmi les enfants des écoles qui visitent Dachau, parmi ces enfants que je rencontre sous les portraits foudroyés, parmi ceux qui pleurent au fond des couloirs, se tient également celui qui apprend à reconstruire la machine d'abjection. C'est un enfant parmi les autres que je ne reconnais pas, mais dont je sais la présence, un enfant debout parmi les autres, silencieux, et qui avance les yeux ouverts et compte lentement les meurtres à accomplir. Je ne vais pas finir là-dessus, je ne vais pas tout lire parce que c'est plus long, mais juste évidemment le voyage à Shanghai, ces 2 voyages en Chine qui vont permettre à Philippe d'écrire Béton armé, son premier livre à la table ronde. Eh bien,
là, pour nous, c'était des courriers, des envois, des photos, plein de messages. Et il écrit en découvrant Shanghai sur la ville natale. C'est-à-dire, tu découvres à l'autre bout du monde ce que tu considères comme ta ville natale. Juste le début de ce premier texte sur Shanghai, là, dans cet ensemble, vraiment, merci, publié aux éditions d'Ambar. Shanghai, Chine, septembre 2012. Quelle est ma ville natale ? Elle est le texte que je suis en train d'écrire. L'écrivain est attaché au texte qu'il écrit, et plus généralement à la littérature, comme d'autres sont attachés à leur patrie ou au lieu de leur enfance. Je ne suis ni citoyen de tel pays, ni habitant de telle ville, pas plus que je ne suis le fils de mes parents, le mari de ma femme, le père de mes enfants, le frère, l'ami, le collègue de travail, la géographie et la généalogie. La société entière se fonde alors dans la réalité de l'écriture, et avec elle l'espace et le temps. J'ai commencé à écrire un nouveau texte, ici, en Chine. Je peux donc dire sans hésitation que ma ville natale est Shanghai. Le taxi roule plein nord, direction Fudan University. Morphologie de cette ville, brillante carcasse ajourée sur socle en tétrapac, ligaturée de ponts suspendus, avançant par à plat, et remblai de terrains vagues en boulevard jusqu'aux lointains anneaux de son reflet sur la mer. Cet alliage d'éléments high-tech et déglingués touche au sublime. L'arrière-plan se compose depuis une demi-heure de gratte-ciel dont on a retiré le milieu pour attirer la chance. Ils sont encadrés d'éléments à peine plus denses que la brume, frémissant de milliers de secousses comme s'ils marquaient l'emplacement d'un tremblement de terre, absorbant les rayons du soleil. Hérissés, impossibles à identifier, mais comment résister aux analogies ? La moins extravagante serait une succession de pas de tir livrés à l'incendie où les fusées carbonisées, vibrantes de fumée, se dresseraient comme des broches. À l'intérieur de ce fragment, 8 millions d'habitants. Voilà. Philippe Ramy, Où je me rêve. Voyage aux éditions d'Ambar. Et Philippe Ramy, le voyageur de cristal, double figure de l'itinérance. Merci Tania d'avoir... quoi ? Alors, on fait notre devoir, non ? Tout simplement, pour l'amour.